parce que c'est l'occasion aussi pour moi de vous expliquer un petit peu ce qu'est l'association que je préside. Donc, le mouvement Ni pute ni soumise est un mouvement international désormais, puisqu'il comprend une soixantaine de comités qui se mobilisent pour que des valeurs de mixité, de laïcité et d'égalité soient appliquées à tous les niveaux. Pourquoi cela? Parce que partout, c'est un peu le même constat qui s'impose à nous, à savoir une montée de la violence envers les femmes, une décomposition du lien social, une régression obscurantiste donnant lieu à du racisme, de l'antisémitisme, de l'homophobie, de la misogynie et évidemment une augmentation du sexisme. Notre comité belge, comme l'a dit Rosa, est né en 2006 et il a pour but d'entreprendre toute action qui est susceptible de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, d'œuvrer ensemble par tous les moyens pour construire une nouvelle mixité basée sur un respect mutuel des uns et des autres et d'agir en dehors de tout signe extérieur d'appartenance philosophique, politique ou signe religieux. Alors, nous nous mobilisons par le biais de conférences, comme cette conférence-ci, avec des débats avec les gens. Nous travaillons également en partenariat avec des centres de planning familial, avec le tissu associatif. Nous avons également participé à des théâtres-débats, comme dans le cas des monologues voilés. Je pense que c'est une pièce de théâtre que vous avez peut-être vue également. Et nous avons élaboré le guide du respect, que vous pouvez avoir, j'en ai apporté quelques-uns ici, mais que vous pouvez avoir à la FNAC pour le prix symbolique de 1 €. Alors, c'est un ouvrage pratique de 84 pages, donc format poche, qui comprend des informations destinées à un public jeune et autour de 3 grands thèmes principaux que sont les traditions qui nous enferment, les violences et la sexualité. Alors, il comprend des témoignages, des références juridiques, il comprend également des adresses d'urgence et des informations pratiques. Donc, c'est un outil d'information et d'aide au quotidien. Alors, il comporte un contenu vraiment sans tabou, au point où, à un moment donné, certains nous ont d'ailleurs porté plainte, ont essayé de porter plainte, en disant que c'est de la débauche de mineurs d'âge. Pourquoi? Parce que la liberté sexuelle est garantie ici à partir de l'âge de 16 ans. Et donc, avant de crier au loup, ils n'ont pas été vérifiés sur le plan juridique, et donc nous sommes tout à fait conformes à ce qui peut exister au niveau de la loi. Ce guide a été rédigé en collaboration avec des avocats, avec des enseignants, des psychologues et des psychiatres, dont moi-même d'ailleurs, qui ai participé à la rédaction de ce guide. Et dans les éditions belges, parce qu'il y a également une édition française, les références juridiques ont bien évidemment été adaptées à la région de Bruxelles-Wallonie, parce qu'il faut savoir par exemple que les mutilations sexuelles en France, eh bien, ça rentre sous le coup de traitements inhumains et dégradants, alors que chez nous en Belgique, elle est tout bonnement interdite. Donc, la manière de traiter la chose sur le plan juridique peut varier d'un pays à l'autre. Tout cela a été aussi adapté en fonction du pays où se trouve l'antenne Ni pute ni soumise, puisqu'il y a une soixantaine d'antennes au travers du globe. Et on a pris comme fil rouge le respect. Le respect y est entendu évidemment comme un antidote puissant contre les violences physiques et psychologiques, en posant des limites aux libertés individuelles. Se respecter, respecter l'autre, c'est aussi apprendre à prendre sa place en société. Donc ça, c'est un instrument avec lequel nous travaillons, un instrument d'information important, mais à côté de cela, il y a aussi le kit du respect, qui est axé sur des animations autour de ce guide, et il est destiné aux enseignants, il est également destiné
aux éducateurs qui sont désireux de sensibiliser les jeunes à des valeurs de mixité, d'égalité et de laïcité. Et il permet également d'aborder les thèmes du guide du respect, à savoir la sexualité, les violences et les traditions faites aux femmes. Alors, c'est un outil interactif qui vise à induire des changements dans l'attitude, à favoriser le respect mutuel, à lutter contre les préjugés qui sont omniprésents, à combattre les montées des extrémismes de tous bords. Et ce guide du respect contient en tout cas 6 fiches d'animation comprenant plusieurs exercices. Et divers supports sont utilisés, des jeux de cartes, des photos, et notamment un DVD qui a été réalisé par le Centre laïque de l'audiovisuel, où il y a des questions auxquelles certains experts, donc des enseignants, des psys, des avocats, répondent aux questions posées par ces jeunes. Alors, pourquoi vouloir parler d'égalité en terres démocratiques? Eh bien, tout simplement parce que les inégalités, les violences existent aussi ici, chez nous. Et je mets ces 2 points ensemble, parce que la source, justement, des violences qui peuvent exister trouve leur origine dans les dominations qui existent, dans les inégalités entre les sexes au niveau de la société. Et donc, s'il existe des inégalités dans notre société, j'ai envie de dire que forcément, dans la sphère privée, vous allez aussi trouver de la violence. Parce que celle-là, elle échappe au regard des autres. Donc, elle est même plus dangereuse. Quand on parle des violences conjugales, qui est une des formes de violence qui existent, mais en tout cas, celle-ci me paraît à mes yeux importante parce que, en Belgique, par exemple, une femme sur 5 sera un jour victime de violences dites conjugales. C'est pas rien. Mais la chose positive, c'est que les violences conjugales sont de moins en moins tabous. Et ce, grâce justement à 2 éléments. En 2000, il y a eu le plan Brisons le silence, et en 2006, il y a eu le décret Tolérance zéro qui dit que toute forme de violence conjugale, ou autre d'ailleurs, doit être absolument traitée. Alors, je vais vous paraître peut-être paradoxal en parlant de violence conjugale, ça c'est dans la sphère privée, mais une autre forme de violence qui existe envers les femmes, c'est toutes les inégalités qui touchent à une autre valeur qu'est la mixité. Alors, un chiffre que nous devons avoir en mémoire, c'est 24%. C'est un chiffre clé quand on parle de l'accès sur le marché de l'emploi par rapport aux hommes et aux femmes. 24%, c'est l'écart entre le montant du salaire mensuel des hommes et le montant du salaire mensuel des femmes. Je veux juste vous dire par là que si des inégalités au niveau social existent, forcément dans la sphère privée, il ne faut pas se leurrer, elles existent et parfois à la puissance 10. C'est important que la société puisse aussi donner une image d'égalité, or force est de constater que ce n'est pas le cas. L'égalité est inscrite dans les textes internationaux, dans notre constitution belge, dans nos lois et décrets. Et cela représente un véritable progrès. Mais à côté du droit proclamé à l'égalité, il persiste des discriminations sexuelles flagrantes sur le marché de l'emploi. Et ces 24% traduisent ces discriminations. Alors évidemment, de nombreux facteurs interviennent dans cet écart salarial. La profession occupée par les femmes, le secteur d'activité, le fait d'avoir des enfants ou ne pas en avoir, le niveau de formation, l'expérience professionnelle et l'ancienneté dans les entreprises. Et donc, éradiquer les discriminations salariales requiert la mobilisation des pouvoirs publics et des partenaires sociaux. Et je pense qu'ensemble, il leur incombe de rendre les entreprises sexuellement neutres dans leur système de rémunération
et de prendre les mesures en matière de congé parental, parce qu'actuellement, il est difficile pour les femmes d'avoir une bonne transition entre la vie professionnelle et la vie familiale. Encore un autre élément, c'est combien de femmes occupent des postes dits à responsabilité. Alors, c'est assez curieux parce qu'il faut savoir que les femmes sont majoritaires dans des études comme le droit, comme la gestion, comme le commerce, et l'Union européenne ne compte que 3% de femmes présidentes des entreprises les mieux cotées en bourse. Il faut savoir que la Belgique n'en a pas du tout. Un autre élément aussi, combien de femmes font partie des lieux dits décisionnels que sont les conseils d'administration? Eh bien, dans toute l'Europe, il n'y a que 11%, dont 8% en Belgique. C'est pas beaucoup. Et là, on voit bien que le principe de mixité est tout à fait touché, il est défaillant à ce niveau. Alors, pourquoi l'accès grandissant, évidemment, à l'éducation supérieure n'a-t-elle pas pour conséquence une présence plus accrue de ces femmes en ces lieux? Et là, on remarque différents points. On constate par exemple que dès la maternelle, les stéréotypes sur les rôles sociaux et familiaux entre les garçons et les filles existent déjà, et à l'école, et dans les familles, et dans les médias. C'est comme ça, par exemple, qu'on trouve beaucoup plus d'infirmières que d'infirmiers, beaucoup plus d'informaticiens que d'informaticiennes. Il y a comme ça des rôles presque prédéterminés dès la naissance. Un autre élément qui intervient et que j'ai cité tout à l'heure, c'est que la maternité interfère avec la carrière professionnelle en général des femmes. Notre société est plus en accord avec un leadership masculin qu'un leadership féminin, que les crèches sont en sous-effectif par rapport à la demande existante, que le temps partiel tue un petit peu aussi la carrière des femmes sur le plan professionnel. Et encore un peu plus dramatique, j'ai envie de dire, c'est le rapport récent, le rapport sur la pauvreté de 2010, qui a été, organisé, réalisé par la Fondation Roi Baudouin, et dont les chiffres disent ceci, c'est que sur 2317 personnes interrogées, donc des femmes, 77% des femmes ont des difficultés financières. Une femme sur 5 a du mal à joindre les deux bouts et qu'une femme sur 2 dépend financièrement de son compagnon. Alors, toutes ces inégalités, encore une fois, engendrent des rapports de domination qui concourent à l'existence de violences dans les relations hommes-femmes. Et à côté de cela, il existe aussi des traditions qui enferment des femmes. Je voulais vous en évoquer quelques-unes, notamment la notion de recrudescence des mariages prétendument arrangés, mais qui ne sont rien d'autre que des mariages forcés. Ça, c'est ce qui concerne certaines femmes issues de certaines cultures. Alors, on évoque plusieurs raisons à cela, hein. Mais à mon sens, une des raisons pour laquelle qu'on évoque peu, c'est que l'institution familiale, chez les personnes issues de l'immigration, a changé. Nous ne sommes plus dans une famille qui va dans le sens centripète, on va plus vers la nucléarisation de la famille, vers l'éclatement de la famille. C'est-à-dire que la maison unifamiliale, où à la base on considérait que le rez-de-chaussée serait pour les parents, le premier étage pour l'enfant marié, le deuxième étage pour le deuxième enfant marié, donc toute la famille est ensemble dans une même maison, ce schéma n'a pas tenu la route pour diverses raisons. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il n'existe pas non plus des homes qui sont prévus à cet effet. Et il faut savoir que la première génération d'émigrés comprend désormais des personnes devenues des personnes dites du troisième âge.
Mais rien n'est prévu à ce qu'ils puissent vivre à l'aise, et par ailleurs, ils n'ont pas non plus été élevés dans le sens de vivre seuls. Donc ça pose un réel problème. Et je puis vous dire que dans ma pratique professionnelle, j'ai assisté à des déchirements dans la fratrie, parce qu'à un moment donné, on arrive quand il y a une infection ou autre suite à un accident vasculaire cérébral, suite à une maladie neurologique, à devoir savoir qui va prendre en charge le parent. Et là, on constate à des déchirements dans la fratrie, et concevoir le home, c'est-à-dire déléguer cette tâche qui revient aux enfants, à savoir prendre en charge ses parents, est inconcevable. Inconcevable pour les enfants eux-mêmes. Non seulement, ça c'est un point, mais un deuxième point, c'est qu'ils sont souvent dans le circuit du travail. Donc ils n'ont pas le temps matériel pour s'en occuper. Et bien souvent, quand il reste encore un enfant non marié, on va essayer à ce moment-là d'organiser un mariage. C'est ce que j'appelais dans un de mes écrits le mariage assurance-vie. C'est une des raisons pour laquelle il y a une sorte de recrudescence qu'on a pu nous constater en tant que soignants, en tout cas dans les services de neurologie. Un autre élément qui est en recrudescence et qui n'est rien d'autre que le contrôle de la sexualité des femmes, c'est quand même la présence, les demandes des certificats de virginité. Alors, jusqu'il y a peu, on disait, voilà, vous n'avez pas de chiffres, vous prenez des cas particuliers que vous tentez de généraliser. Mais je puis vous dire que depuis 2007, à l'initiative du professeur Angler, à Erasme, il a réuni des chiffres concernant les demandes à l'hôpital Erasme. Or, je vous signale que le lieu géographique de l'hôpital Erasme n'est pas situé dans un quartier où règne la mixité sociale, où règnent des populations venues de tous les horizons. Mais malgré tout, il a des chiffres assez parlants qui montrent que en 2007, il y a quand même eu 310 demandes de certificat de virginité, 238 demandes de réfection d'hymen et 8 demandes d'infibulation-excision. Alors, certains me disent, c'est pas beaucoup. 8, c'est pas beaucoup, mais si tant est qu'il en existe une et une seule personne, ben c'est une personne de trop. Ces chiffres, à mon sens, sont encore bien inférieurs à ce qui peuvent exister dans des hôpitaux dits publics, dans des maisons médicales, bref, là où la proximité médicale avec la population est grande. Alors, pourquoi l'hymen, pourquoi vient-on chercher un certificat de virginité ? D'une part, pour attester du bon comportement de la fille, de la bonne éducation donnée par les parents. C'est aussi un révélateur de la virilité de l'homme. Et enfin, c'est le témoin de la filiation, surtout. C'est le témoin de la filiation. Alors, moi-même, j'ai fait une étude concernant où j'ai demandé à une trentaine de patientes comment est-ce qu'elles voyaient l'hymen. Alors, j'ai eu de tout. Et aucune des 30 personnes que j'ai interrogées ne savait précisément où était situé l'hymen, la forme qu'il avait et la couleur qu'il avait. Et quand j'ai fait une recherche par rapport à ça, j'ai vu que les formes, il y avait une telle variabilité de formes que quand j'ai interrogé les gynécologues, ils m'ont quand même répondu qu'il était impossible de dire si l'hymen, si la fille avait eu des rapports sexuels ou pas, et si l'hymen, on pouvait affirmer avec certitude que l'hymen existait. Donc ça c'est intéressant, parce que ça voudrait dire que dans l'imaginaire de certains, forcément, au cours du premier rapport sexuel, il va y avoir saignement. Eh bien, il n'en est rien.
ça ne saignera pas forcément. Mieux encore que cela, plus de 30% des femmes ne saigneront jamais. Et qu'est-ce qu'on fait de ce plus de tiers de femmes qui ne saigneront jamais? Et de constater aussi que ce vestige embryonnaire, parce que l'hymen n'est rien d'autre qu'un vestige embryonnaire, qui d'ailleurs, selon les lois darwiniennes, est en voie de disparition. Donc de plus en plus, on va avoir des femmes qui ne saigneront pas. Et ça, je pense que c'est important à faire savoir, parce qu'on est parti dans l'idée que l'hymen saignera forcément. C'est archi faux. Et quand il y a eu cette affaire d'hymen en France, où il y a eu annulation du mariage pour certificat de virginité, je puis vous dire que si la fille s'était tue, si elle n'avait pas eu l'honnêteté comme elle l'a eu de dire qu'elle n'a pas eu de rapport sexuel avant le mariage, je défie qui que ce soit d'avoir attesté qu'elle a eu des rapports sexuels auparavant. Donc tout a été basé sur ce qu'elle disait. Mais je pense que les gens ne sont pas assez informés par rapport à cela. Il faudrait qu'en ce sens, il y ait de l'information qui circule parce que ça contribuerait, à mon sens, à diminuer les demandes de certificat de virginité. De la même manière que j'ai quand même eu des patientes qui n'ont jamais eu de rapport sexuel et qui, malgré tout, pour être sûres qu'elles vont saigner, parce qu'on ne sait jamais, d'après les cours de gymnastique qu'elles ont eus ou le fait qu'elles ont fait du vélo en cachette, pour être sûres que ça saignera. Il faut savoir qu'entre-temps, il y a certains pays qui ont fait des progrès par rapport à cela et qu'actuellement on vend des espèces de flapules qu'on peut mettre dans le vagin et qui saigneront au cours des premiers rapports sexuels. C'est aussi une réalité. À côté de cela, j'avais également j'avais été voir sur le site laoma.com. Il faut savoir que la virginité, si tant est qu'on demande la virginité à des femmes, il faut savoir qu'elle est aussi demandée chez les hommes. Et que la tradition veut que c'est toujours la femme qui est stigmatisée à ce niveau. C'est assez incroyable quand même. Je voulais vous dire aussi qu'au cours de débats où il était question de parler de virginité, des réflexions d'hymen, certains osaient comparer cela au fait de se faire le nez ou le visage et de répondre à des canons de beauté. Je trouvais ça d'un grotesque pas possible, parce que comprenez bien que si quelqu'un a envie de se faire les seins, c'est un choix personnel, mais que quand on vient se refaire faire l'hymen, on est soumis à une pression sociale. Donc la chose, on ne va pas comparer l'incomparable. De la même manière que j'ai eu des gens qui comparaient la circoncision avec l'excision. Eh bien, là aussi, je pense qu'on banalise l'excision quand on la compare à la circoncision, pour la simple et bonne raison que dans la circoncision, on ne touche pas à l'organe fonctionnel, la fonction de l'organe masculin n'y est pas touchée dans sa fonctionnalité, alors que quand on procède à l'ablation du clitoris, eh bien, on enlève tout simplement la fonctionnalité du clitoris. Il n'y a plus d'orgasme. Donc, quand on compare cela en disant oui, là est une mutilation et l'autre également, je pense qu'on banalise clairement l'excision. Donc, encore une fois, par rapport à cela, attention. Alors, on en arrive aussi à un autre élément aussi, c'est qu'on arrive jusqu'à l'immixtion du religieux aussi dans l'espace scolaire, donc à l'école obligatoire, où il est question de mineurs d'âge, et dans certains services dits publics. Alors, pour mieux comprendre les choses, j'ai envie de retracer avec vous quand même quelques points historiques. Donc, lorsqu'éclate l'affaire du voile en France, on est en 1989. Il faut savoir qu'avant cela, il y a eu la révolution iranienne qui trouve un premier écho favorable au sein de l'immigration. Il y a aussi le contexte de la crise économique des années 70 qui frappe durement et prioritairement les émigrés, puisque pas mal d'entre eux étaient ouvriers. Et puis, il y a aussi la guerre du Golfe, qui représente une césure importante pour l'immigration.
La guerre du Golfe, à mon sens, a accentué dans l'immigration ce brouillage, puisque ils n'ont pu s'exprimer politiquement de peur aussi d'être assimilés à la vision de Saddam Hussein. Alors, je vous rappelle juste qu'en France, le gouvernement avait mis sur pied un plan de prévention contre d'éventuels actes terroristes qu'on appelait le plan Vigipirate, mais en Belgique, les associations se plaignaient aussi, comme elles le disaient, pour certaines d'entre elles, d'être fliquées pendant cette même période. Et certaines associations de l'islamisme radical, donc je ne parle pas de musulmans, mais de l'islamisme radical, en ont profité pour apparaître publiquement et récupérer cette contestation qui grondait de manière souterraine. Ce mouvement radical s'est construit en ciblant certains quartiers, des quartiers à forte concentration d'émigrés où règne la pauvreté, le chômage, la précarisation, la drogue parfois, et ce cocktail de mal-vie étant bien évidemment un terreau favorable au développement des idées les plus obscurantistes et ténébreuses. Et dans ce contexte, ce mouvement, évidemment, a aggravé, à mon sens, la vie des émigrés, en particulier celle des femmes. Et malheureusement, peu d'associations ont eu la clairvoyance de dénoncer cette situation pour tenter de protéger la population émigrée de cet islamisme radical à visée politique. Des pressions qui, à mon sens aussi, allaient s'aggraver avec l'avènement du Front islamique du salut. En Algérie, là aussi, les répercussions ont été immédiates et quand même profondes parmi la population issue de l'immigration. Il faut savoir que l'Algérie est proche, les émigrés voyagent, la parabole existe, donc les moyens de communication. Les jeunes d'origine algérienne, et là je pense principalement aux harkis, à qui on a volé leur histoire et celle de leurs parents, à qui on raconte qu'ils sont français mais qu'on rejette, se sont évidemment passionnés pour certains d'entre eux pour cette histoire, tout en se sentant solidaires de leurs frères méprisés en Algérie pendant l'apparition du Front islamique du salut. Et ces réseaux en ont profité pour mieux s'organiser et recruter dans un premier temps des diplômés issus de l'immigration. Alors on voit apparaître des associations d'entraide qui voient le jour et on commence à sentir le travail spécifique en direction des femmes. Au début des années 90, encore une fois, lorsque le Front islamique du salut est dissous, certains de ces militants ont même trouvé asile ici en Europe. Et à cette même période, on voit aussi que les pressions ont changé de nature. Elles passent du privé au sein d'une famille à l'espace public par le biais des associations infiltrées et souvent les premières atteintes étaient bien évidemment les femmes. Alors les agissements de ces réseaux radicaux ne sont pas nouveaux, mais il aura fallu attendre 1994 pour la France pour qu'une certaine prise de conscience ait lieu lors des attentats de Marrakech où 2 Français y étaient directement impliqués. Alors, la présence de ces réseaux radicaux de l'islamisme radical politique quadrillait déjà certaines cités, puisque des Français et des Belges s'étaient fait enrôler pour combattre déjà en Bosnie, et certains d'entre eux s'entraînaient également en Afghanistan. Ces dernières années, le conflit israélo-palestinien, la deuxième guerre en Irak, l'après 11 septembre, ont été autant de graves événements qui ont aggravé la situation pour certains jeunes. Mais il est nécessaire aussi de rappeler une vérité à propos de toutes les religions, qu'elles soient catholiques, israélites et pour l'islam aussi.
c'est que le mal intégriste n'a épargné aucune religion. Et évidemment, l'islam, malheureusement, n'a pas échappé non plus à cela. Alors, dans l'affaire du voile, notre association Ni pute ni soumise garde ses positions féministes en luttant contre les traditions qui enferment, et nous ne faisons preuve d'aucun angélisme, ni de frilosité, et encore moins de culpabilité. Nous prenons toutes nos responsabilités en restant solidaires des femmes d'origine émigrée. Alors, pour les femmes de première génération, parce que nous avons analysé ce phénomène et dans l'émigration, et nous savons que pour beaucoup de femmes, le voile n'a pas toujours eu la même signification. Par exemple, prenons les femmes de première génération. Il s'agissait surtout d'une tradition rurale. Et puis on va être quand même un peu honnête, c'est que ces femmes étaient peu visibles, qu'il aura fallu que leurs filles, non pas les imitent, mais importent une mode hors Maghreb pour que les débats du voile soient posés ici. Alors pour certaines filles, il leur était directement imposé. Pour d'autres, elles le portaient pour faire plaisir à l'entourage, pour gagner leur confiance, mais elles se retrouvèrent rapidement piégées, parce que si dans un premier temps c'était pour légitimer les sorties, désormais elles ne peuvent pas l'enlever, sinon c'était une insulte à l'islam. En tout cas, c'est ce qu'on leur disait. Alors personnellement, je n'ai pas fait, et je pense que je ne pourrais pas, faire l'exégèse des textes coraniques, puisque c'est réservé à des ulayma, donc le midrash, pour certains. Mais donc je me suis quand même référée à ce que pouvaient dire certains islamologues, notamment Leila Babès, qui est islamologue, sociologue et qui enseigne à l'université de Lille, en France. Elle est notamment l'auteure d'un livre qui s'appelle Le voile démystifié dans les éditions Bayard. Alors elle est très claire là-dessus. Elle dit que le Coran et la tradition prophétique sont très clairs. Le voile ne fait pas partie des 5 piliers de l'islam. Et si, comme le prétendent les tenants de cette nouvelle doxa, le voile est une obligation au même titre que la prière ou le jeûne du Ramadan, alors qu'attendent ces hommes pieux pour le porter? Alors une chose est sûre, c'est que cette supercherie est le fait des hommes et elle touche le corps de la femme. Le voile a toujours été, depuis son apparition il y a près de 2 millénaires, un moyen de soumettre la femme à la tutelle de l'homme. Et cette règle de marquage des femmes du clan, que sont les épouses, que sont les vierges, que sont les femmes de haut rang, et qui est accompagnée d'un tabou particulier sur les cheveux, se retrouve presque partout dans tout le pourtour de la Méditerranée, notamment chez les orthodoxes, par exemple, certains catholiques également. Le voile n'a rien de religieux, il a à voir avec des hommes qui ont un rapport obsessionnel avec le corps de la femme. Et en effet, en accentuant l'interdit qui pèse sur le corps de la femme, on rend celle-ci tout à fait inapte à se découvrir, à se rendre visible dans l'espace public et à accéder au pouvoir, en somme à être l'égale de l'homme. Et je pense, et c'est là où je ne comprends pas certaines féministes qui sont prêtes à parler féminisme et qui veulent exclure l'histoire du voile, c'est qu'à travers la question du voile, c'est la question même de l'égalité entre les sexes qui est posée. Parce que pour certains, le corps de la femme est cause de troubles, la femme est un être faible, mais un être dangereux. Et elle serait donc quelque part responsable de la libido des hommes. Alors, je me suis référée à une autre personne également, qui est Abdelwahab Medeh. Abdelwahab, qui est islamologue et chroniqueur dans le journal Le Monde, qui est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages dans les éditions Seuil, donc Contre-Prêche, Paris Civilisation,
il anime aussi une émission sur France Culture qui s'appelle Culture d'Islam. Et lui aussi dit ceci, c'est que le visage couvert est retiré de la circulation urbaine comme la relation intersubjective ou mystique. Le niqab ou la burqa, qui n'est rien d'autre qu'une extension du hijab, est un crime qui tue la face, barrant ainsi l'accès perpétuel à l'autre. Alors, la burqa clairement radicalise la hantise de l'homme face à l'incontestable et l'incontrôlable liberté de la femme, hantise de l'homme qui ne pourra authentifier évidemment l'origine de sa progéniture par laquelle il transmet son nom et sa fortune. Un autre islamologue, et pas des moindres, qui est M. Tantawi, qui est donc le patron de la plus haute institution musulmane sunnite au Caire, et qui a rappelé que le niqab n'est pas une obligation islamique, divine. Il s'agit d'une coutume anté-islamique que l'islam est en mesure de dissoudre. Et il l'a interdit dans les espaces scolaires et à l'université Al-Azhar au Caire. Tu peux donner un mot d'explication sur les différents voiles? En fait, le niqab, c'est donc donc c'est le voile intégral qui laisse apparaître rien que les yeux, et la burqa, donc c'est une sorte de grillage devant les yeux. Il faut savoir aussi que j'ai eu l'occasion d'avoir, suite à une collègue à moi qui est allée travailler en Afghanistan, elle a ramené des burqas et j'ai pu pendant une demi-heure vivre avec une burqa et de constater que par le fait que le grillage bouge, cela induit des troubles de la vision et des vertiges qu'on ne soulève à mon sens pas assez quand on parle de burqa. Mais donc voilà, je voulais ajouter cette petite expérience. Alors, et en Belgique, que voit-on? Eh bien, on voit se développer nombre de petites filles que d'aucuns appellent des petites filles en apprentissage du voile. Et cet apprentissage du voile se fait sous la force tranquille de l'entourage pour amener la fillette à le revendiquer vers l'âge de 14-15 ans et à dire « c'est mon choix ». Et cette recherche ethnico-identitaire d'adolescentes se fait sur le dos des femmes et il s'en trouve des défenseurs pour crier au racisme. Or, l'école n'est pas le lieu de l'intégration de ces différences, mais plutôt le lieu de gommage de ces différences, par le développement de valeurs démocratiques, de valeurs communes. Mais aujourd'hui, on constate que l'école est devenue le lieu de ces confrontations, une situation qui devient intolérable. Et donc l'instrumentalisation des femmes dès le plus jeune âge reste l'une des cibles de ces réseaux radicaux à visée politique. Et pour cela, ils ont à leur disposition des militantes. Alors, toutes les femmes issues de l'immigration ne sont pas des victimes. Tout comme le reste de la société, elle est partagée par différents courants. Il existe des courants de gauche, des courants de droite, et puis une infime minorité des courants faisant partie un courant radical. Même si l'immigration a une appartenance massive à la classe ouvrière, ils ne sont pas forcément de gauche comme on le prétend. Et c'est une réalité avec laquelle il faut compter, car ces réseaux radicaux, qui heureusement sont très minoritaires, a su intégrer cette donnée, parce que parmi eux, on trouve également des diplômés, des universitaires qui revendiquent un islamisme politique. Alors, leur mois de recrutement est généralement le mois du Ramadan, où elles vont rendre visite chez des femmes à domicile et généralement chez les femmes les plus fragiles, les divorcées, les prostituées, les délinquantes. Et évidemment, ces dernières peuvent trouver une certaine reconnaissance dans l'approche de ces femmes.
Je voulais juste vous dire aussi que dans les quartiers où règne une mixité, où règne peu de mixité, la frontière entre choisir un voile et décider de le porter, la frontière est très ténue. Parce que clairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les pressions ne sont pas seulement intrafamiliales, mais elles sont aussi dans l'espace public, dans certains quartiers. Et donc il est très difficile dans ce cas-là de parler de choix. Alors voilà ce qui nous amène à dire non au voile dans notre association, pas seulement d'un point de vue de la laïcité, mais aussi d'un point de vue féministe, parce que clairement le voile touche à une valeur fondamentale qu'est la mixité, puisque au sein de l'école obligatoire, il marque une différence entre les bons croyants et les moins bons croyants, entre les filles et les garçons, entre croyants et non-croyants. Donc ça touche au problème également de la mixité. Et nous abordons la question du voile d'un point de vue de l'islamisme politique et ses conséquences directes sur les droits des femmes. Alors, comment sera demain si nous perdons le combat autour du voile? L'urgence se trouve dans le combat autour de la défense de l'école laïque, même si ce combat ne nous rend pas aveugles sur les carences qui existent dans l'éducation nationale. Nous savons aussi, par expérience, qu'une loi ne règle pas tout. Exemple, les différentes lois contre le racisme n'ont pas pour autant aboli le racisme, mais elles permettent aux victimes du racisme de se défendre. Et si majoritairement personne ne s'interroge sur l'interdiction de l'excision, c'est grâce à la loi qui proscrit cette pratique. Alors, le voile à l'école sera abordé, selon nous, selon l'angle d'une loi, une loi qui sera le point d'appui pour les femmes et les filles qui refusent de le porter. La Constitution garantit aux femmes et aux hommes l'égal exercice des droits et des libertés. C'est dit dans l'article 11 de la Constitution. La Constitution garantit aussi l'égalité des sexes, la liberté religieuse en matière d'enseignement selon l'article 24, et le droit à un enseignement dans le respect des libertés et des droits fondamentaux. Alors quand on lit ces droits, on voit bien que des droits peuvent se heurter. Et le législateur doit pouvoir faire l'arbitrage. Alors, je me suis référée à ce que pouvait dire le constitutionnaliste Vincent de Corbitaire. Alors, lui préconise l'abord de la question sous l'angle de la dialectique des droits fondamentaux. Et il dit ceci: si les signes religieux représentent l'affirmation identitaire, fruit d'une contrainte, ou l'expression d'une soumission, le signe religieux doit être banni de l'espace public. Il ne peut autoriser un passe-droit, et là il fait allusion à certains cours de biologie et de gymnastique qui suivent le port du foulard pour certaines. Et on constate que quand on aborde la problématique de la législation par ce biais-là, la grande difficulté, c'est que on est dans l'impossibilité d'évaluer le degré de contrainte ou de liberté réelle dans le port d'un signe religieux, voire convictionnel. Il peut exprimer soit la liberté individuelle, soit une contrainte. Et, je vous le rappelle, une bonne loi est censée protéger le faible contre le fort. Quand l'État départage des droits qui s'affrontent, ici, la liberté de porter un signe religieux versus celui de ne pas le porter, il doit protéger la partie faible, à savoir celles qui sont sujettes à une contrainte. Ici et maintenant, il s'agit de protéger
les personnes qui ne désirent pas le porter, qui ne désirent pas porter donc de signes religieux. Mais on constate que dans des segments minoritaires, mais actifs et influents de la population musulmane, la sphère privée génère une pression favorable à ce port. Et il en résulte que la loi doit réglementer celle-ci dans l'espace public pour préserver le droit des victimes potentielles à leur liberté individuelle. Donc voilà notre prise de position par rapport à la notion de loi. Et je viens cette semaine de recevoir également dans le journal du médecin, où il y a un article sur des signes religieux dans l'enseignement public, où en Italie, donc quand même pays bien catholique, une femme laïque a porté plainte à la Cour européenne des droits de l'homme pour que le crucifix soit retiré de la classe, et elle a obtenu gain de cause, estimant que pour la Cour, le respect des convictions religieuses des parents et des enfants et des croyances des enfants implique le droit de croire en une religion ou de ne pas croire. Et que, et que ça implique que l'État doit s'abstenir d'imposer, même indirectement, des croyances dans des lieux où les personnes sont dépendantes de l'État, de l'institution. Et là, en l'occurrence, il est question de mineurs d'âge, il est question d'enfants, et on estime qu'ils n'ont pas la maturité, puisqu'ils sont en apprentissage scolaire, pas assez de maturité pour avoir le recul nécessaire pour ne pas être influencés par rapport à la présence d'un signe religieux. C'est tout récent, ça vient de se passer en Italie, qui est quand même un pays bien catholique, où donc désormais les croix vont être retirées de l'école. Donc cet article, il est dans le journal du médecin, si vous voulez jeter un coup d'œil. Alors je voulais quand même vous dire un mot sur la laïcité, parce que on définit souvent mal la laïcité, on considère que laïcité égale athée. Eh bien, c'est archi faux. Laïcité n'est pas synonyme de l'athéisme. La laïcité veut simplement dire qu'il doit y avoir coexistence du vivre ensemble, et quand on a affaire à la diversité sociale, comme par exemple certaines communes où il existe plus de 145, oui, ici à Saint-Gilles, 145 nationalités différentes. Alors imaginez si chacun venait à revendiquer sa particularité nationale, quel est le socle de valeurs commun, comment fédérer les gens. Et donc je pense qu'il est important de faire valoir un cadre laïque pour le développement de la mixité et de l'égalité. Et franchement, mais ça c'est tout à fait à titre personnel, je ne vois pas un autre cadre pour garantir le vivre ensemble qu'un cadre laïque. Alors souvent, on me parle du cadre anglo-saxon. Hein. Alors, d'accord, le cadre anglo-saxon. Simplement ceci, c'est que Emmanuel Todd, qui est sociologue et qui avait déjà écrit dans les années 90 un livre qui s'appelait « Le destin des émigrés », avait pris comme critère d'étude la présence de mariages mixtes dans l'État jacobin en France et dans le modèle anglo-saxon. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'à l'époque, la présence de couples mixtes était aux alentours de 8% en France et presque, ne dépassait pas 1% dans le modèle anglo-saxon. Des années plus tard, c'est-à-dire en 2010, le chiffre, la présence de couples mixtes dans le modèle où règne la laïcité, les couples mixtes sont augmentés puisque désormais on est à 12%, mais dans le modèle anglo-saxon, on ne dépasse toujours pas le 1%. Alors, ça prête quand même, on a envie de réfléchir. Non, on a envie de réfléchir sur ça parce que finalement, j'en viens à croire que dans le modèle anglo-saxon, on a plutôt affaire à une juxtaposition de communautés existantes l'une à côté de l'autre, qui certes, il y a des échanges d'ordre économique, hein,
mais je ne pense pas qu'il y ait échange sur le plan humain comme cela peut exister. Or, je pense que le critère est pour moi un indice de cette approche des communautés les unes par rapport aux autres. On en discutera si vous le voulez. Et donc, la laïcité de l'État, à mon sens, garantit le respect des philosophies et des religions. Et pour nous, être laïque, c'est un état d'esprit qui fait confiance à l'autre et à l'humanité, qui affirme leur autonomie et refuse que des religions envahissent l'espace public et social. C'est un état d'esprit qui s'appuie sur les droits et libertés pour lutter en faveur d'un monde, à mon sens, plus juste. J'aimerais juste quand même ici dire quelque chose, c'est qu'il existe des croyants laïcs, ça existe, qui prônent la laïcité de l'État. C'est dire qu'ils adhèrent pleinement à l'impartialité de l'État et à l'État de droit. Donc, encore une fois, laïcité ne va absolument pas dire athée, comme d'aucuns le prétendent. Et donc, un autre élément que j'aimerais juste évoquer ici avant de clôturer les choses, pour permettre le débat, c'est que face à un avenir incertain, les gens, évidemment, se rallient à un groupe d'appartenance dont ils espèrent en retour la solidarité. Parce que notre notion d'État-providence est en recul. Notre système des assurances, de plus en plus, s'amoindrit. En tout cas, n'est plus comme avant. Mais à mon sens, pardonnez-moi de revenir avec ça, c'est que la laïcité de l'espace public induit le combat pour une société plus juste et plus urgente. Et à mon sens, il y a urgence. Et donc, du fait que notre État-providence est en recul, je pense que nous devons revendiquer également, à côté de cela, une véritable politique sociale pour les quartiers en matière d'éducation, en matière d'emploi, en matière de logement social, afin que des enfants ne se transforment pas en apprentis intégristes. Voilà, je m'arrêterai là pour qu'on ait l'occasion d'avoir un échange. Merci.